Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Après l'exportation frauduleuse des devises camerounaises, voici à nouveau des ressortissants chinois pris en flagrant délit de falsification de notre monnaie. Ils ont été appréhendés dans une usine clandestine de fabrication en masse de coupures métalliques, communément appelées pièces. Leur théâtre d'opération, le quartier Yassar de Douala. Le nom du Cameroun cité dans un scandale international de trafic de carburant, intercepté dans un pétrole battant pavillon russe dans les eaux territoriales françaises face à la condamnation collective des puissances occidentales. Yaoundé nie toute implication de notre pays dans cette affaire et dénonce une utilisation frauduleuse de l'identité Cameroun dans l'immatriculation des navires clandestins en activité dans les eaux internationales. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Dans la région du Nord-Ouest, c'est l'émoi et l'incompréhension après la mort de 2 étudiants de l'université de Bamenda tués dans une fusillade à Bambui. Un drame qui replonge cette localité sous tension. Qui étaient les victimes? Que s'est-il réellement passé? On en parle dans ce reportage de Pascal Tanquet et Roman Oustier. 2 étudiants de l'université de Bamenda tués dans une fusillade à Bambui. Un nouveau drame qui ravive les inquiétudes dans l'arrondissement de Touba, région du Nord-Ouest. Les faits se sont produits lundi dernier au lieu-dit Sébène. Selon les premières informations, Mirabel Kouni, étudiante à l'école normale supérieure, circulait à moto avec Genesis, un autre étudiant de l'université de Bamenda, qui exerçait comme mototaximène pour financer ses études, lorsqu'un groupe d'hommes armés a ouvert le feu. La jeune femme, première victime, est morte sur le coup. Grièvement blessé, Genesis a été évacué vers un hôpital de la localité où il finit par succomber à ses blessures. Au domicile de Genesis, la nouvelle a plongé la famille dans une profonde consternation. L'un de mes grands frères m'a appelé depuis Yaoundé pour me demander si j'étais au courant de ce qui s'était passé à Bambili. Je lui ai répondu non et je lui ai demandé ce qu'il y avait. C'est alors qu'il m'a annoncé que Genesis avait été tué alors qu'il circulait en moto. C'est un véritable choc. Nous venons de perdre un fils précieux pour toute la famille. Aujourd'hui, je suis complètement abattu. Je ne sais même plus quoi faire. Pour ses proches, la moto représentait bien plus qu'un simple moyen de transport. Elle lui permettait de subvenir à ses besoins tout en poursuivant son cursus universitaire. Dans son entourage, il était considéré comme l'espoir de toute une famille. Lorsqu'on investit autant dans l'éducation d'un enfant, on a l'espoir qu'il puisse, un jour, soutenir la famille et contribuer à son bien-être. Le perdre a seulement 27 ans, en plus un master. C'est une douleur indescriptible. C'est une perte immense, d'abord pour ses frères, ensuite pour toute la famille, mais aussi pour ses proches. Tous gardent le souvenir d'un jeune travailleur, ambitieux et toujours disponible pour venir en aide aux autres. Ici, nous étions lors de sa soutenance de mémoire l'année dernière. Il était entouré de sa famille et très fier. Nous gardons de lui un merveilleux souvenir et nous étions convaincus qu'un brillant avenir l'attendait. Malheureusement, son destin a été brutalement interrompu. Par ailleurs, des sources locales évoquent une possible tentative d'enlèvement survenue plus tôt dans la journée, non loin de l'hôpital de Bambui. Les assaillants auraient été à la poursuite d'un individu qui leur avait échappé. À ce stade, les circonstances exactes de cette attaque demeurent inconnues. Aucune revendication n'a été enregistrée et les autorités ne se sont pas encore exprimées. Une enquête est attendue pour faire toute la lumière sur ce nouveau drame. Un prisonnier politique meurt en détention à la prison centrale de Yaoundé. Souleymane Tobi a rendu l'âme le week-end dernier alors que son procès ainsi que celui de plus d'une centaine d'autres personnes arrêtées en octobre dernier piétinent. Le collectif des avocats pour la défense de la République regrette cette énième disparition. Emmanuel Diop, Marcelin Gansop. L'annonce de son décès est tombée tel un couperet, brisant le cœur des membres du collectif des avocats pour la défense de la République. Ainsi, Souleymane Tobi, qui était attendu au tribunal militaire ce jeudi 11 juin pour la suite de son procès, ne s'y rendra pas. La grande faucheuse a eu raison de lui. Vous savez, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émoi qu'on a appris vendredi dernier, le décès de M. Souleymane suite à un malaise. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de mener la prière comme imam à la prison. Et subitement, il a eu un malaise, il est tombé. Quelques temps après, ça en est suivi son décès. Les avocats qui se sont constitués pour défendre sa cause, ainsi que celle des autres prisonniers politiques, sont d'autant plus choqués que Souleymane meurt sans savoir véritablement ce pourquoi il a été arrêté.
Après plus de 7 mois de procédure, force est de constater que le procès n'a pas avancé. Son cas n'est pas très éloigné des cas des autres. Ce monsieur a été interpellé un lundi, le lundi avant la proclamation des résultats suite à la crise post-électorale de octobre 2025. Interpellé à Tinga, déporté par un arrêté de gouverneur de garde à vue à la prison principale d'Anfou et ensuite transféré au groupement et ensuite au service central et après devant le commissaire du gouvernement et ensuite on les a amenés devant le juge de jugement. Originaire de Garoua et âgé de 43 ans, Souleymane Tobi a été arrêté en octobre 2025 dans la foulée des tensions liées au processus électoral. Il décède malheureusement sans avoir été jugé après 7 mois de renvoi d'audience successifs. Le collectif des avocats pour la défense de la République, que coordonne Maître Augustin Gueffard, ainsi que sa famille et ses proches, dénonce une arrestation arbitraire suivie de torture. Il est poursuivi pourquoi? Poursuivi pour défaut de scène et propagation de fausses nouvelles. Il n'aura jamais le temps ni l'opportunité de se défendre. Toujours est-il que c'est une injustice qui est causée à ce monsieur et à sa famille, dont à un moment il serait difficile de réparer. Souleymane Tobi, qui laisse 2 femmes et plusieurs enfants, rallongeait ainsi la liste des prisonniers politiques morts en détention dans les prisons camerounaises. Une situation qui préoccupe les organisations de défense des droits de l'homme. Ces dernières dénoncent notamment la surpopulation carcérale, la précarité des conditions sanitaires et le manque de prise en charge médicale des détenus d'opinion. Rappelons que pour le seul cas de Yaoundé, ce sont 146 personnes reparties en 7 dossiers qui sont poursuivies devant le tribunal militaire dans le cadre de la crise post-électorale. La gendarmerie nationale a démantelé un réseau de fabrication de fausses monnaies opérant depuis une usine clandestine au quartier Yassa. 3 ressortissants chinois et 2 Camerounais ont été interpellés et des centaines de millions de francs CFA en fausses pièces saisies. Le récit est fait avec Gladys Bombadian, Innocent Biga. Coup de filet spectaculaire de la gendarmerie nationale à Douala. 3 ressortissants chinois et 2 Camerounais ont été interpellés dans le cadre du démantèlement d'un vaste réseau de fabrication et de mise en circulation de fausses monnaies. Le commandant de compagnie de gendarmerie de Douala 1 retrace le film de leur interpellation en plein cœur du quartier des affaires à Akwa. Nous avons été informés par nos capteurs de la présence d'un individu suspect qui essayait de ventiler des fausses coupures, des fausses pièces de monnaie. Nous avons pu mettre la main sur un suspect nommé Kom Awa. Son exploitation a permis cette fois-ci également de faire une opération coup de poing, toujours au quartier Akwa, à l'effet d'en mettre la main sur un autre écouleur de cette fausse monnaie, nommé Kom Jean. Nous avons fait une énième opération coup de poing cette fois-ci, encore à Akwa, où nous avons pu mettre la main sur le fabricant, le suspect numéro 1, qui n'est autre M. Wang Jianli d'origine chinoise. Une deuxième perquisition cette fois-ci au niveau du site de fabrication. Et une fois sur place, le pot de rose, on a pu découvrir un site avec des engins qui fabriquent cette pièce. L'usine clandestine, installée au quartier Yassa dans le 3e arrondissement, était spécialisée dans la fabrication de fausses pièces de 500 francs CFA. Lors de la perquisition, les éléments de la gendarmerie ont découvert un important dispositif de fabrication, témoignant du niveau d'organisation du réseau. Selon les premières investigations, des pièces vierges importées de Chine étaient acheminées au Cameroun avant d'y être extampillées pour reproduire les pièces de 500 francs CFA. Chaque carton contenant environ 2300 pièces pour une valeur estimée à 1,8 million de francs CFA après transformation. Près de 200 cartons ont ainsi été saisis. Le plus surprenant reste la qualité de la contrefaçon. À première vue, rien ne permet de distinguer les fausses pièces des authentiques. Elles présentent un même poids que les pièces officielles et adhèrent également à un aimant. Les faussaires utilisaient des balances de précision pour le calibrage et un système de polarisation rotatif composé de pierres afin de donner aux pièces l'aspect et l'usure de monnaie en circulation. Face à ce dispositif sophistiqué, même le préfet du département du Vouri, présent sur les lieux, a marqué son étonnement. À vue d'œil, on vous dit que c'est une usine qui fabrique des enduits dans le cas de matériaux de construction. Mais une fois à l'intérieur, on se rend bien compte que c'est une structure qui a été mise sur pied pour fabriquer de façon illégale des pièces de monnaie en circulation dans notre pays.
L'opération coordonnée sous son autorité a permis la saisie de nombreuses pièces, mais également des billets contrefaits, ainsi que la mise sous scellé de l'usine. Le commandant de compagnie de gendarmerie de Douala 1 a salué la collaboration des populations dans le démantèlement du réseau, tout en appelant à davantage de vigilance. Nous remercions la population qui a collaboré et qui a donné les renseignements. Et nous invitons celle-ci à ne pas lésigner. Et chaque fois qu'il y a la possibilité de nous renseigner, parce que c'est grâce aux renseignements qu'on peut avoir de bons résultats sur le terrain. Les 5 suspects interpellés devront désormais répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. En politique, les députés ont repris du service ce jour. À l'Assemblée nationale, la session de juin s'est ouverte par un discours du président qui a rendu hommage à 2 figures du Parlement décédées récemment. Marcel Niat Difendi et Kavaye Dibril. Bien plus, Théodore Dato s'est aussi appesanti sur le succès de la visite du pape Léon XIV. Joël Essengue, Kizogo. C'est par des hommages appuyés à 2 figures du Parlement camerounais disparues récemment que le président de l'Assemblée nationale a entamé son discours d'ouverture de la session de juin. D'abord, à l'endroit de Marcel Niat Difendi, l'ex-président du Sénat. Marcel Niat Difendi aura traversé plusieurs décennies de notre histoire nationale en mettant son intelligence, sa rigueur et son expérience au service de l'État. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale s'est appesanti sur son prédécesseur. Le très honorable Kavaye Dibril laisse l'image d'un homme dont la vie se confond pratiquement avec l'histoire contemporaine de notre pays. Puis, venant aux événements majeurs que le Cameroun a accueillis, de la 14e réunion ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à la visite du pape Léon XIV, le président de l'Assemblée nationale a lié leur réussite à l'unité qui, selon lui, réunit les Camerounais. Parce qu'ils sont unis, les Camerounais ont réservé au souverain pontife un accueil historique et une mobilisation populaire exceptionnelle. Collant à l'actualité, le président de l'Assemblée nationale a mis les pieds dans l'affaire de l'exploitation et la vente illégale de l'or à Dubaï, qui fait actuellement les choux gras. Des chiffres considérables sont avancés. Des interrogations persistent sur les revenus effectivement générés par l'exploitation de certaines ressources. La tonalité de ces discours a enthousiasmé les députés. Que ce modernisme ait été au centre du discours du très honorable président Dato Théodore pour nous permettre pendant cette session d'ouvrir des voies et moyens de mettre en pratique ce qu'il a dit. Un discours qui a planté les décors des enjeux vitaux de la nation et a orienté le comportement à la fois des responsables institutionnels, y compris les membres du Parlement. Il reste maintenant que l'Assemblée nationale aille au-delà de ce flot de belles paroles. Et les sénateurs, de leur côté, attendent de pied ferme le débat d'orientation budgétaire. C'est l'un des temps forts de la session ordinaire du mois de juin, ouverte cet après-midi à Yaoundé. Occasion pour le président de la Chambre haute du Parlement, Aboubakari Abdoulaye, d'inviter ses collègues sénateurs à travailler main dans la main avec le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Emmanuel Job, Marcelin Gansop. De chaleureuses retrouvailles après une session de mars où le Sénat était fortement endeuillé. D'abord la perte du tout premier président Marcel Niat Difendi qui a été inhumé récemment. Ensuite Chief Tabetando qui lui aussi a occupé de hautes fonctions à la Chambre haute du Parlement camerounais, notamment président du groupe parlementaire RDPC et puis vice-président au Sénat. Leur héritage restera gravé dans la mémoire de toutes les personnes qui ont eu le privilège de travailler avec eux. Je forme le vœu que leur héritage continue d'inspirer les futures générations du Cameroun. Des pertes qui sont restées en travers de la gorge, mais le travail parlementaire doit se poursuivre. Aussi, le président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, a-t-il invité ses collègues sénateurs à se mettre au travail. Il faut tout faire pour améliorer les conditions de vie des populations dans un contexte où les ressources se raréfient, alors même que les défis sont de plus en plus nombreux. Ces préoccupations concernent aussi bien un besoin accru en infrastructures de toutes sortes, l'amélioration de la couverture sanitaire,
ainsi que celle du système éducatif et de la formation professionnelle, sans perdre de vue la lutte contre la vie chère, l'accès généralisé à l'eau potable et une meilleure offre qualitative et quantitative en énergie. Le débat d'orientation budgétaire qui interviendra dans quelques jours devrait permettre justement donc aux représentants des populations, notamment des collectivités territoriales décentralisées, de poser les préoccupations au gouvernement. Vous savez bien qu'il y a seulement quelques jours que timidement le budget démarre et on est pratiquement à 5 mois. C'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes, surtout en ce moment où la décentralisation est très en difficulté par manque de financement. Les communes qui, après 4 mois, 6 mois, ne reçoivent pas toujours les quotes-parts, c'est quand même un problème très sérieux. C'est pour ça que cette session qui est consacrée au débat d'orientation budgétaire sera une session assez importante. En attendant les textes de loi, les sénateurs vont, dans les prochains jours, notamment jeudi, rendre un hommage à un de leurs collègues décédés, Chief Tabetando, dont l'inhumation est prévue samedi prochain dans son village natal, dans la région du Sud-Ouest. Ici, le Conseil économique et social, où siège le Sénat, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. En éducation, le chef du sous-centre de probatoire de l'enseignement général du lycée bilingue de Magba, obligé de prêter des tables-bancs dans des écoles publiques pour organiser cet examen dans les normes indiquées. Et dans la même localité, les candidats au probatoire de l'enseignement technique composent dans un lycée envahi de hautes herbes. Ce décor lugubre a été capté par nos reporters Mama Souphone, Robert Kenyé, Vivien Tonfak. Cette plaque frappée par l'usure du temps est presque illisible plante le décor de l'état de vétusté du lycée technique de Magba dans le département du Noun. L'établissement entouré de hautes herbes accueille depuis quelques jours les candidats au probatoire de l'enseignement technique. À côté des candidats concentrés en salle, cette chèvre, qui a visiblement trouvé dans ce sous-centre d'examen ce qu'il faut pour se nourrir, attend tranquillement à l'extérieur. Au lycée bilingue de Magba, sous-centre du probatoire de l'enseignement général, les responsables ont dû se retourner vers des écoles publiques pour combler le déficit de l'établissement en table-banc afin d'organiser cet examen selon les normes en vigueur. Nous avons eu certaines difficultés certainement, mais que nous avons pu résoudre, notamment le problème des tables-bancs parce qu'il y avait également le JC qui devrait se tenir ici. Bon, vous avez compris qu'il y a eu des difficultés au niveau du JCI. Mais dans l'ensemble, nous avons pris tous les dispositifs en collaboration avec l'autorité administrative, avec l'inspection d'arrondissement, n'est-ce pas, l'éducation des bas de Magba. Nous avons pu résoudre ces difficultés-là. Et nos candidats composent dans la sérénité absolue. Dans ce sous-centre de probatoire, quelques absences sont signalées. Pour toutes les séries que nous avons ici, notamment des séries littéraires et scientifiques, CED et séries espagnol-allemand, nous avons 277 candidats. Inscrits, malheureusement, nous avons enregistré 3 absents. Mais dans l'ensemble, c'est un examen qui se déroule dans la sérénité absolue. Le déroulement des examens de fin d'année, session de 2026, a révélé la carence en table-banc de certains établissements scolaires de Magba et le manque d'entretien des autres. Tour cycliste international du Cameroun, la 6e étape à Douala-Bonaberi a bravé le chaos urbain et les vives discordes d'itinéraire. Entre ferveur des populations, l'asphyxie totale du trafic routier et un sprint final remporté d'un cheveu face au Camerounais Steve Ngegem, cette étape a été fort courue. Roman Oustier, Hubert Michel Camille. Après plusieurs éditions systématiquement neutralisées dans la capitale économique, la 22e édition du Tour cycliste international du Cameroun a connu un pari audacieux en dépit d'une vive discorde autour du choix de certains itinéraires. Ce mardi, c'est le 4e arrondissement qui est devenu l'épicentre du sifflement des roues. La 6e étape s'est disputée en critérium au cœur de Bonaberi, sur une distance de près de 110 km. Un événement à haute tension qui a exigé la mobilisation générale des plus hautes autorités administratives, au premier rang desquelles le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. La dernière fois,
l'état de Douala avait été annulé à cause de l'état de route. Et aujourd'hui, le choix de Bonabéry qui, n'est-ce pas, présente un circuit nickel. Et nous nous disons que les organisateurs ont bien vu. Dans les rues de Douala 4e, la ferveur était à son comble. Les populations se sont ruées en masse pour assister à ce qui s'impose déjà comme l'une des rares éditions couronnées de succès dans la métropole. C'est presque tout Bonabéry qui s'est retrouvé en train de regarder le tour cycliste. Donc vraiment la population est très contente. Non, comment on ne peut pas faire, on est fiers aussi, on est fiers de voir parce que quand on est stationné comme ça, on voit, nous sommes contents. Donc. Ce succès populaire a un prix et non des moindres. Le réveil de la médaille se traduit par de profonds désagréments pour les citadins. Un réseau routier totalement asphyxié, notamment au niveau de la pénétrante ouest de la ville. Commençons d'abord par être très ordonnés. Lorsque nous serons ordonnés, on pourra circuler librement. Le malade, on n'y peut rien, mais le Seigneur pourvoira pour le malade. On devrait nous-mêmes également protéger notre image vers l'international. C'est pour cela que moi j'insiste sur le civisme des uns et des autres. Pris au piège de ce blocus temporaire, des centaines d'automobilistes sont restés impitoyablement coincés dans des bouchons monstres durant des heures. Tout le fâché parce que ça fait 2 heures que je suis dans l'embouteillage. Les choses comme ça, on devait organiser ça les jours fériés ou les week-ends. Moi, je suis en train d'aller à Boadibo comme ça là. Depuis peut-être 45 minutes, je suis coincé là sur table. Là, je devais aller travailler. Maintenant, je suis bloqué dans les embouteillages. Je fais comment? Au terme de plus de 2 heures d'une course effrénée, le dénouement s'est joué dans un mouchoir de poche. C'est un coureur hollandais qui a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur s'adjugeant cette étape de force. I tried to test him a few times to see what he had left in the tank, but yeah, I knew I could win the sprint, and I'm good at a short sprint, so I waited some time for him to go, so I could react, and I really knew I could get him. So I'm really happy to take this home. Il devance de quelques secondes seulement le Camerounais Steve Gueguin de la SNH Vélo Club. La fête elle était belle, la course était très rude, n'a pas été facile depuis le début, mais mon équipe et moi, puisque nous sommes soudés, nous sommes groupés, nous nous sommes entendus et on a pu me placer dans les échappées et j'ai fait ce que je pouvais et je pense que le problème a été juste un peu technique là, la poussée de vélo, je ne sais pas si vous pouvez connaître. Il m'a juste gagné, il m'a dévancé à la poussée de vélo. Cap Sulimbe dans la région du sud-ouest où se disputera la 7e étape, une épreuve individuelle contre la montre de près de 8 km. Une innovation majeure est redoutée de cette 22e édition. Cameroun à nouveau au devant de l'actualité. Sur le dossier des flottes fantômes, le gouvernement vient de réagir après l'interception d'un bateau transportant du carburant russe et naviguant dans l'espace maritime français. Alors que les pays occidentaux s'émeuvent de ce trafic, Yaoundé dément toute implication et assure être engagé contre l'utilisation frauduleuse de l'immatriculation camerounaise. Théophile Chouke, Donald Briskamga. Le week-end dernier, France Télévisions reprend ces images publiées par la marine française. Elle montre des soldats arraisonnant un bateau, c'est le pétrolier Tagore. D'après le média français, c'est un navire de la flotte fantôme russe qui naviguait sous faux pavillon camerounais. Après avoir refusé d'obtempérer, son capitaine est placé en garde à vue. Le même jour, réaction indignée d'Emmanuel Macron. Il est inacceptable que des bateaux contournent les sanctions internationales, violent le droit de la mer et financent la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine depuis plus de 4 ans. Lundi, le Cameroun a pris ses distances avec le bateau concerné. L'appareil ne figure dans aucun des registres officiels des navires autorisés à battre pavillon camerounais, dit le ministre des Transports, qui dit réagir après vérification de ses services. Yaoundé condamne avec rigueur, je cite, l'utilisation frauduleuse et abusive de ces attributs et demande à la communauté maritime internationale de prendre des mesures drastiques contre ce qu'il désigne comme des dérives fréquentes. Il y a moins de 2 semaines, le Cameroun constatait que malgré ces dénonciations, des navires continuent d'utiliser ces immatriculations
Dans la navigation maritime internationale, certaines sources évoquent près d'une quarantaine de bateaux battant frauduleusement pavillon camerounais et opérant dans divers pays. L'Union européenne parle globalement de près de 1000 bateaux irrégulièrement mis en service par la Russie pour contourner les sanctions occidentales et vendre son pétrole en Chine et en Inde, entre autres. Réagissant aux diverses interceptions, le gouvernement russe parle d'actions complètement illégales. Régulièrement éclaboussé par le phénomène dit des flottes fantômes, le Cameroun a suspendu en février dernier l'immatriculation des navires sur son territoire en attendant l'aboutissement d'une enquête ouverte sur le sujet. Et la récente mesure du ministre des Transports sanctionnant certains opérateurs de transport routier via les plateformes VTC continue d'alimenter les débats sur le transport clandestin au Cameroun. Des opérateurs nationaux s'insurgent contre le laxisme des pouvoirs publics face à ces transporteurs qui foulent aux pieds les obligations légales encadrant leur sous-secteur d'activité. Théophile Tchouke, Kevin Tiogo. Saisissant le prétexte de la sortie du ministre des Transports, sanctionnant l'une des plateformes des plus en vue de transport par VTC au Cameroun pour transport clandestin, les promoteurs et chauffeurs des autres plateformes numériques locales déplorent le laxisme des pouvoirs publics qui a longtemps favorisé l'anarchie dans ce sous-secteur du transport urbain. La seule et unique question que nous nous posons ici, moi, en tant que promoteur de TripMaster, je me pose la question de savoir comment est-ce que ces concurrents-là ont pu exercer entre 2018 à 2026 pour que le ministre des Transports vienne demander la conformité administrative de ces concurrents-là plus tôt aujourd'hui, 8 années plus tard. La concurrence déloyale, ainsi entretenue par des transporteurs non conformes, cause un énorme manque à gagner à ceux en règle et mettre en insécurité les usagers. Un sérieux problème de concurrence déloyale sur le marché. Concurrence déloyale en ce sens que l'État permet plutôt aux plateformes venant d'ailleurs de pouvoir exercer dans notre pays sans conformité administrative. Alors même qu'avant même d'être visible sur le marché, nous avons pris toutes les dispositions à être conformes sur le plan administratif. Les promoteurs de ces plateformes locales en appellent à l'accompagnement des pouvoirs publics, notamment pour la promotion du Made in Cameroun et par ricochet, encourager le patriotisme économique. C'est un écosystème dont nous essayons de mettre en place. Mais il y a cette difficulté que nous essayons de traverser. Les 15 autres plateformes ont de la difficulté à pouvoir décoller dans un pays qui se veut émergent. Il faudrait que le chef de l'État et son gouvernement essayent de jouer le rôle d'accompagnement. Surtout que ça serait pour nous, les Camerounais, de savoir que nous consommons Cameroun. Quant à la situation de l'opérateur dont la plateforme numérique est mise en index dans le communiqué du Mintrans, l'un des responsables contactés indique qu'il n'est pas pour le moment envisagé une communication sur le sujet. Elle le fera éventuellement en temps opportun, conclut-il. Bafang, Bafoussam, Bankourin, 3 localités, 3 cas de mpox confirmés depuis fin avril. Le délégué régional de la santé publique, le Dr Patrick Tchatchoua Kamle, appelle les populations de la région de l'Ouest à consulter dès l'apparition de fièvre ou de lésions cutanées. Robert Kenyé, Vivien Tofak. L'Ouest est en épidémie de variole de singe. Entre fin avril et début juin 2026, 3 cas ont été confirmés par les autorités sanitaires de cette région du Cameroun. C'est à cette date-là qu'un premier cas de monkeypox a été confirmé dans notre région. Et ces 2 dernières semaines, nous avons eu 2 nouveaux cas positifs. L'un à Bafoussam et l'autre à Bangourin. Les investigations des autorités ont toutefois permis d'établir qu'il n'existe pas de foyer de cette maladie dans la région de l'Ouest. Il n'y a pas lieu de paniquer parce que la bonne nouvelle pour notre région, qui n'est pas bonne pour le Cameroun, mais qui est bonne pour notre région, c'est que les 3 cas de mpox que nous avons eu dans la région sont des patients qui vraisemblablement ont été contaminés à Douala et se sont déportés dans la région. Cela signifie en santé publique que nous n'avons pas de foyer. Le délégué régional de la santé publique de l'Ouest rassure également quant aux mesures enclenchées pour une bonne prise en charge des cas confirmés,
mais surtout pour circonscrire la propagation de cette maladie. Le premier cas, qui était un patient à Bafang, est déjà déclaré guéri. Et les 2 autres cas sont sous surveillance, sous traitement. Et les personnes qui ont été en contact avec ces cas-là ont d'ores et déjà été vaccinées. Et nous les suivons également pour prévenir et parer rapidement en cas de symptômes. Dr Patrick Tchatchoua recommande le respect des mesures élémentaires d'hygiène et la bonne cuisson des viandes de brousse avant leur consommation pour éviter de contracter le pox. Il faut régulièrement se laver les mains. Nous remarquons que depuis que la pandémie de Covid-19 a vraiment baissé, si bien qu'on peut dire qu'elle s'est achevée dans notre pays, le réflexe de lavage de mains que nous avions adopté en ce moment-là tend à disparaître. Devant les édifices publics, devant les lieux publics, on ne trouve plus des dispositifs de lavage de mains qu'il y avait en ce temps-là. Et pourtant, c'est un bon réflexe, pas seulement pour Covid-19, mais pour la santé en général. Le mpox est une maladie qui est hautement contagieuse. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a manipulé une carcasse d'animal sauvage, quand on dit sauvage, même ces hérissons, ces rats, toutes ces viandes de brousse, c'est eux qui sont très souvent le foyer du mpox. Et si quelqu'un a manipulé cela et vient me saluer et vient ouvrir une porte en touchant le poignet et je viens toucher le même poignet, je peux déjà être contaminé. Pour ceux qui sont friands de viande de brousse, prendre toutes les mesures de faire en sorte que la cuisson soit bien faite. Alors que le protocole appliqué pour le traitement du premier cas a produit des résultats satisfaisants, Dr Patrick Tchatchoua conseille les populations à se précipiter dans une formation sanitaire. On publie des plus beaux reportages dans ce journal. 500 jeunes étudiants engagés corps et âme dans la filière banane-plantain. Issus de plusieurs universités privées, ils viennent de recevoir à Yaoundé des matériels et équipements nécessaires à leur déploiement dans les plantations après la période d'incubation prévue à Kribi. Reportage. Heureux comme ces jeunes étudiants qui frappent aux portes de l'entrepreneuriat agricole. Au nombre de 500, issus de plusieurs instituts privés d'enseignement supérieur, ils reçoivent le nécessaire pour leur mise en route, constitué de kits d'amorçage et de machines de réduction de la pénibilité. Les combinaisons, chapeaux et autres, il y a eu des tronçonneuses, des broussailleuses, des machines à permettre à creuser. Donc nous avons reçu ces kits-là qui vont nous permettre d'effectuer les tâches sur le champ et autres pour récolter après. Après une période d'incubation d'une semaine, dans la cité balnéaire de Kribi, ce sont des jeunes loups aux dents bien longues qui vont s'investir à fond dans l'une des filières les plus porteuses du Cameroun. Une chose que nous savons, c'est que la terre ne trompe pas. On va aller mettre les acquis théoriques en pratique du côté de Kribi. Nous pensons que ça se passera très bien. Le projet a été ficelé de telle sorte qu'aucune des parties ne soit lésée. La création des champs communautaires au sein des instituts privés partenaires constitue pour ainsi dire une cerise sur le gâteau. Nos étudiants doivent aller au champ une fois par semaine et au bout d'un an, ils vont, n'est-ce pas, récolter le fruit de leur dur labeur. Ce fruit sera partagé. Ces étudiants auront 30% de ce qu'ils ont fait, l'établissement 30% et la filière 30%. Portée par la filière banane-plantain du Cameroun, que pilote Samuel Tony Obambikoé, cette initiative vise à intéresser les jeunes à l'agriculture. Elle démontre surtout qu'il est possible pour un étudiant de poursuivre ses études, quelle que soit la filière choisie, tout en développant une activité génératrice de revenus. Pendant qu'ils sont en études, ils peuvent gagner de l'argent, prendre en charge, n'est-ce pas, une partie de leur scolarité. Donc, même si après leur formation, ils vont exercer les autres métiers qu'ils ont appris, ils auront au moins gagné de l'argent et aider leur famille et se projeter pour l'avenir. Baptisée Promotion Paul Biya, cette 5e cohorte du programme Un Jeune, une plantation de bananes plantain orientée vers un marché, un compte bancaire, reçoit l'onction des pouvoirs publics. Chers étudiants, le gouvernement continuera à vous accompagner dans la voie de la réussite. Continuera à vous aider à tracer votre sillon vers l'autosuffisance alimentaire, vers le développement de notre pays.
L'objectif clairement affiché est de faire émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles, capables de relever significativement la filière banane-plantain et ainsi de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. À terme, le projet vise l'incubation de 10 000 étudiants au sein de la chaîne de valeur banane-plantain et la création de 10 000 entreprises appartenant à des jeunes. Et dans une ambiance conviviale et empreinte d'émotion, la marque Rimeme Kassé a célébré les mamans à l'occasion de la fête des mères, célébrée le 30 mai dernier. Réunies ici même à Douala, près d'une centaine de femmes ont répondu présentes à cette rencontre exceptionnelle, placée sous le signe de la reconnaissance, du partage et de la valorisation de la femme. Regardez plutôt. Le samedi 30 mai dernier, l'hôtel Aquapalace a accueilli une rencontre d'exception organisée par Rimeme à l'occasion de la fête des mères. Dans une atmosphère élégante et chaleureuse, près d'une centaine de mamans ont répondu présentes à cette initiative, pensée comme un véritable espace de dialogue, de reconnaissance et de bien-être. I am so happy coming here and mixing with other women. I have learned more. Ça c'est un événement, nous ne sommes pas habitués au fait. En tant que jeune maman, j'ai été très édifiée. Mother's Day 2026, wonderful one with Rimeme. Au-delà des échanges, deux thématiques majeures, la santé mentale des mamans actives et l'audace d'être soi. Dans notre contexte, la santé mentale, le burn-out, le stress prennent vraiment de l'ampleur. Ça prend vraiment tout son sens aujourd'hui où nous faisons face à ces mères qui subissent la pression sociale, la pression professionnelle et la pression liée même à leur propre image. Donc c'est très important. Et après notre exposé, je sens vraiment que ça a été très réceptif, ça a été très bénéfique vu l'ampleur des questions. Pour enrichir ces réflexions, la psychologue clinicienne Marie-Nadège Biloa et Rachel Fondi, directrice de l'école des femmes Institut Tyrannus. Comment vivre mes valeurs, les valeurs que j'ai choisies, les bonnes valeurs que j'ai choisies, comment les vivre dans une famille, dans une société où on attend d'autres choses de moi, n'est-ce pas, où on veut me voir faire autre chose. C'est très risqué. C'est pour ça qu'on parle de l'audace d'être soi. Ces sujets profonds ont suscité une forte résonance auprès des participantes. Ça nous a permis de comprendre que notre santé mentale ne doit pas affecter notre vie familiale ou sociale. J'ai été vraiment trop instruite. J'ai été heureuse de partager avec des mamans ce qu'on ne connaissait pas, ce qui nous frustrait dans les foyers, dans les ménages et surtout dans la vie quotidienne. Rimeme souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans, à celles qui nourrissent des vies et à celles qui donnent sans compter. Big round of applause for all the mothers. Happy Mother's Day. Applaudissons! Merci maman. Et si vous êtes à table, nous vous souhaitons une très bonne dégustation. Fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alotou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Bonsoir Serge. Bonsoir Julien Berthe Bissaï. La Chamelière version Cameroun, une usine découverte à Douala. Après l'exportation frauduleuse des devises camerounaises, voici à nouveau des ressortissants chinois pris en flagrant délit de falsification de notre monnaie, Serge Alain. Ils ont été appréhendés dans une usine clandestine de fabrication en masse des coupures métalliques communément appelées pièces. Leur théâtre d'opération, le quartier Yassa, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, Serge Alain.
Voilà, c'est donc l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe Bissaï. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. La suite, c'est un plateau en compagnie de nos invités. Aloïs Onana, bien évidemment, Benjamin Gongan, Serge-Henri Kelbet et Maître Parfaituna. Réaction. Vous avez vu les pièces qui sont... Vous avez une pièce dans votre... J'ai pas de pièce, malheureusement. Vous n'avez pas de pièce. Oui. Vous êtes sauvé. Parce que ça crée le... On va se poser un tas de questions. Exactement, on va se poser un tas de questions. Ça va soulever aussi la problématique, à cause de la problématique des billets, des faux billets où on disait tantôt il fallait toucher et mettre à l'eau. Maintenant, les pièces, on ne sait pas par quelle manière on pourra identifier le bon du faux. Parce que, voyez-vous, oui, voyez-vous, à l'image, on a dit la pièce coule à l'aimant. Voilà, justement. Les pièces que nous avons, l'authentique, là, colle sur l'aimant. Donc, ça devient compliqué maintenant pour ceux qui, dans les marchés, on l'ingéniosité, on est passé à une étape supérieure. Exactement, on est passé à une étape supérieure, mais je pose la question de savoir comment est-ce que ces pièces vont traverser la douane camerounaise avec le système de contrôle qui est mis sur pied. On se demande, est-ce qu'il n'y a pas de complices ailleurs qu'on n'a pas encore appris à nager? Non, on a vu dans l'élément. Les pièces arrivent dans des cartons, c'est... Oui, ça arrive, la chamalière, comme je disais. Oui, ça arrive depuis la Chine. Quand je suis l'élément, ça vient depuis la Chine et ça traverse la douane camerounaise. Alors qu'il y a tout un scanner. Les pièces qui arrivent. On devait quand même, certains outils qui arrivent, comment on se questionner à quoi ça va servir avant de laisser traverser le port. Bon, quand on ne le fait pas, ça pose tant de questions. On se demande, est-ce qu'il n'y a pas d'autres intervenants dans la chaîne de fabrication qu'on n'a pas encore appréhendé? Donc, question de procéder à une investigation profonde de tous ces... On va exploiter ces équipés pour savoir s'il n'y a pas d'autres intervenants, auquel cas maintenant procéder à l'interpellation de ces gens et stopper la chaîne. Parce que, voyez-vous, on a mis du scellé, mais on n'a pas saisi ces machines. Bon, mettre du scellé, bon, on fait une grave publicité, mais après, on connaît le Cameroun et puis ces machines peuvent être utilisées à d'autres fins dans une autre ville et continuer cette sale besogne. Donc, il y a encore du travail à faire derrière cette interpellation, à mon sens. Benjamin Gonga, votre sentiment, quand vous regardez ça, qu'est-ce qui vous habite comme sentiment? Bon, je veux dire, je ne sais pas si c'est une simple coïncidence, mais je veux dire encore des Chinois. C'est quand même surprenant. C'est un pays qui est très industrieux, très travailleur, et c'est une bonne chose qu'ils aient trouvé dans le Cameroun une terre d'investissement. Mais s'ils nous ramènent aussi les truands de ce pays-là, il faut vraiment que le gouvernement se pose des questions et soit un peu plus exigeant envers ses homologues, ne serait-ce qu'au niveau de l'ambassade, parce qu'on parlait déjà des Chinois qui prenaient les pièces et qui expliquaient la pénurie des petites pièces et tout. On a découvert du côté de Ndopon. Voilà. Maintenant, ils font l'inverse, c'est-à-dire ils fabriquent. Ils disent quand vous vous plaignez, quand on prend vos pièces, on va vous fabriquer les pièces sur place. On va vous laisser avec la fausse, non pas avec les vraies pièces. C'est quand même assez inquiétant. Mais je suis quand même aussi interpellé parce que je me dis, ça a beau être de la fausse monnaie, mais il démontre aussi au gouvernement camerounais que ce n'est pas si compliqué que ça de fabriquer des pièces. Pourquoi aller demander aux Français de nous fabriquer notre monnaie? Les gens qui se disent souvent, oui, la monnaie, c'est compliqué de sortir du franc CFA, vous allez fabriquer votre monnaie comment? D'autres... Bon, voilà. Les Chinois, il n'y avait pas 50 machines, il y avait quelques machines là qu'on a. On fait venir des pièces non imprimées, de métal, c'est frappé. Matière première de Québec. Voilà, matière première de Chine. Et je suis encore qu'avec toutes ces histoires de technologie qu'on a aujourd'hui, on peut peut-être même le faire ici. Et voilà, vous imprimez en quelques minutes, vous avez, je n'ai pas calculé la valeur qui était dans la saisie du... Serge-Henri Kelbet a essayé de calculer, il va nous dire tout à l'heure. Du préfet Seyang Vogo, mais... Ça montre que ce n'est pas si extraordinaire que ça. Donc, ces pays qui continuent d'être comme des enfants qui ont tellement peur de prendre leurs responsabilités souveraines de fabriquer leur propre monnaie, voient là que finalement, c'est pas extraordinaire. Ça, c'est le petit enseignement positif que je peux tirer de ça. Mais j'ai envie de dire, je me demande quand même comment ces choses-là peuvent entrer. On a... Peut-être, je ne sais pas si on ne donne pas assez de moyens à notre douane, mais quand on dit que force doit rester à la loi, il faut vraiment que force reste à la loi partout.
et qu'on ne laisse pas préférer. Vous insistez sur partout. Non, ben oui, parce que dans votre journal également, on a parlé du jeune Patrick Mung que j'aime bien citer ici à chaque fois que je viens. Oui. Moi, je trouve que c'est un cas terrible. C'est de quelqu'un qui fait une blague, qui est arrêté. Et depuis le mois d'avril, il a été arrêté fin avril, on n'arrive pas à faire une audience. Chaque fois, il y a toujours quelque chose. Soit on a oublié de signer le document pour qu'il sorte de la prison. Aujourd'hui, il y avait une audience prévue. On dit que c'était hier, l'audience du 8 juin, lundi, oui. La présidence n'est pas venue, personne ne sait pourquoi, et c'est renvoyé à fin juin. Donc, tout ça pour, peut-être, on va lui dire finalement qu'il est libéré, il y a non-lieu, mais il aura passé 3 mois en détention, il ne se passe rien. Et là, voilà, là, on voit le déploiement de la force publique, etc. Mais sur les enjeux, on fabrique votre monnaie, il faut attendre que, je ne sais pas combien d'enquêtes on fait pour qu'on arrive à trouver cette usine-là, je ne sais pas combien d'autres il y en a au Cameroun. Dans d'autres cas de figure, on se plaint qu'on voit arriver des produits, où on voit partir notre or, on ne sait pas comment il est sorti du Cameroun. Donc, quand on dit force doit rester à la loi, faisons en sorte que ce soit vraiment le cas, surtout là où il y a les vrais enjeux, pas sur les jeunes qui font des blagues sur Internet. S'il faut travailler à rendre cet espace Internet plus rempli de moins de haine, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus aller taper sur des gens quand ce n'est pas nécessaire. Montrer qu'on a la force là où il y a des gens qui n'ont pas vraiment de force, qui sont vulnérables, et là où il y a les vrais enjeux, on ne voit pas la force de l'État. Donc c'est un peu dommage. J'espère que chacun tirera de cette petite cas chinois là que oui, c'est possible effectivement d'avoir un pays qui imprime sa monnaie, qui bat monnaie, qui fabrique aujourd'hui en 2026, on est quand même au 21e siècle. C'est plus des choses où on peut dire qu'à l'époque la France, l'Angleterre étaient des seules puissances qui avaient cette compétence là. Tirons une leçon de ça et disons-nous qu'on n'a pas besoin forcément des étrangers pour faire ce travail là. Ok. Saint-Jean Kelbert, vous êtes amusé à calculer, on parlait de 2300 pièces par carton. Il y avait 200 cartons et dans chaque carton, il y avait 3200 pièces de 500 francs. Ce qui fait que chaque carton avait 1 600 000 fois 200, vous avez un peu plus de 320 millions, 340 millions. C'est ça. Saint-Jean Kelbert. C'est une grosse fortune quand même. C'est une bonne fortune. Ça veut... Je ne sais pas s'ils s'en sont allés un premier coup. Vous, qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Qu'une partie de ces fonds-là soit déjà injectée dans le circuit? Bon, mais... C'est le début, c'était le début, là, commencé? Déjà, il y a déjà des pièces en circulation? Non, déjà qu'au-delà des pièces, on vous a dit qu'il y avait aussi des billets. Oui. On n'a pas encore saisi la quantité. Non, on n'a pas vu la machine de 10 000. Restons sur... voilà, au niveau des pièces... Les pièces de 500. Le petit calcul que vous venez de faire. Bon, déjà... C'est en circulation. Vous avez une pièce de 500, hein? Non, j'ai rarement des pièces depuis un bon bout. On va commencer à douter. Hein, voilà. Surtout celle-là. Oui. Celle ça, c'est une pièce qui a été battue en 1998, je crois. Cette pièce de 500 avec les têtes de bœuf là, sur un versant, sur un pile ou un face, ça dépend, mais je crois que c'est sur le pile qui avait... ça, c'est une pièce qui a été faite avant 2000, cette pièce-là. Bon, donc, la trouver actuellement en masse, forcément, ce n'est pas un stock qui a été commandé par la BEAC. Ils sont venus battre monnaie au Cameroun, et comme le disait mon jeune frère Gonga, en fait, ou ses maîtres Tionan qui disaient la douane quand même doit pouvoir investiguer la pièce. Merci. Vous voyez le profil là, le profil avec la tête de bœuf là, ça c'est des pièces qui ont été faites avant 2000. Et ces pièces avaient presque disparu. Les voies maintenant envahissent le marché, on doit se poser des questions. Les taximens, les femmes qui vendent du maïs en bordure de route. Donc, l'investigation a commencé auprès d'un écouleur. Quelqu'un qui devait écouler. On l'a arrêté le premier, on l'a cuisiné. Il a donné une information. On a arrêté le deuxième. À quoi? Et plus tard, on se rend compte que l'usine même est à Yassa. Et je vais répondre à Maître en disant que on a juste saisi l'usine, on a mis sous scellé les machines, parce qu'on ne peut pas vous amener devant un juge, vous êtes avocat, sans apporter les scellés de l'acte du crime. Donc, plus tard, on va peut-être détruire les machines. C'est comme si on vous arrête avec une machette, on la scelle d'abord. Après, on va aller la découper et puis la jeter. Mais il faut que l'arme du crime soit présentée devant le procureur.
qui sera cette machine qui bat monnaie illégalement. Donc, à mon avis, je pense tout simplement qu'on peut tirer un bravo, un coup de chapeau au renseignement, à la gendarmerie nationale camerounaise. Et moi, je n'attendais pas ça des Chinois. Peut-être pas ça des Chinois. C'est des gens qui nous ont quand même un peu facilité la vie avec des China Mall, avec des magasins. L'autre jour, c'était violence et maltraitance sur êtres humains à Yaoundé, dans un magasin. Aujourd'hui, c'est la fausse monnaie. Et comme disait Goga, bon, les truands, hein, il faut falloir les tamiser depuis la frontière. Et puis, on a aussi des compatriotes, certainement, qui sont emprisonnés chez eux. Est-ce qu'on fera un échange de prisonniers un jour? Je ne sais pas. Mais je pense simplement que c'est une activité vraiment illicite qui est nocive et nauséabonde pour notre économie. Vous allez à la rue de la Joie en pleine nuit, et nous a coupé le courant, sur Cadel, vous sortez 4 pièces comme ça de faux pour prendre un maquereau, vous êtes servi. Elle se dit, parce que le problème de la monnaie est un problème. Tout le monde a des problèmes de remboursement. Donc quand vous venez comme ça avec 4 pièces pour prendre un poisson, mais la personne s'empresse. Les taximens aujourd'hui préfèrent vous prendre à un tarif réduit de 350 si vous avez 200 francs de monnaie, que de lui dire que vous avez 1000 francs et il va vous rembourser 700 francs. Vous négociez à 300 francs. Parce qu'il faut comprendre que le transport au Cameroun aujourd'hui a une flexibilité. La loi permet de négocier. Si vous avez 200 écoles publiques et quelqu'un vous dit j'ai 1000 francs, mais je vous paye 300 dans les 1000 francs, il va vous laisser. Il préfère prendre celui qui a 200 francs, qui lui donne l'outil de travail. Non, c'est souvent 100 francs dans 500. Excusez-moi. Les pièces, là, ils vont dire 100 francs dans 500. Bon, est-ce que le 500 sera le vrai? Justement. Ça sera un autre débat. Voilà, Aloïs Onana, moi, mon problème, est-ce que ça circule déjà forcément, ces pièces? Oui, surtout Quel peut être l'impact sur l'économie, notre économie? Déjà, le forcément que vous avez utilisé, il faut rappeler aux gens que à quoi, là où l'affaire a été démantelée, c'est une zone commerciale. Oui. Donc ça circule. En journée, c'est un fourre-tout, c'est un milieu qui bouge beaucoup. Et donc, vous avez là les grossistes, les gens qui partent de Ndokoti, qui partent de Bonabéry, qui partent de pratiquement toute la Non, les gens partent de Yaoundé, pratiquement, il faut venir, c'est l'avitailler là. Et donc, c'est bon. donc possible que l'argent là soit déjà en circulation. C'est possible. Alors, ce qu'il faut saluer déjà, c'est l'efficacité de la BEAC partiellement, parce que vous avez remarqué que les nouvelles pièces sont pratiquement absentes. Oui. Et parce que la BEAC a fait une communication dessus pour dire que les nouvelles sont devenues difficiles à trafiquer. Et donc, lorsqu'on a eu regardé l'élément au journal, c'est des anciennes pièces. Donc, comme quoi, les nouvelles sont un peu difficiles à trafiquer ou à faire ce qu'on veut faire comme activité illicite. D'un côté, là, on peut saluer la BEAC. De l'autre côté, dire que maintenant, l'économie, bon, voilà, oui, ça pourrait accélérer un peu, c'est Jean-Réa Kilbé a parlé de faciliter un peu les transactions, puisqu'on a regardé l'aimant, ça colle à l'aimant. Et donc, à l'époque, quand on parlait de fausses billets, de fausses pièces, d'abord, ça ne pouvait pas coller à l'aimant, et puis ça avait un plus léger. Voilà, c'était plus léger, ça avait une consonance. C'était du plomb. C'était lourd quand vous frappez ça au sol, ça ne pouvait pas faire le bruit qui résonnait, qui faisait croire que c'est une pièce de vrai. Mais là, aujourd'hui, elles sont pratiquement authentiques. Elle peut coller à un aimant. Et donc, ce qui pourrait être certain, c'est qu'elles sont déjà en circulation. Peut-être qu'il faudra trouver... Mais quel moyen donc pour réussir à les arrêter? Ça sera là le challenge de la BEAC et les forces de ministère de l'ordre et surtout chacun de nous, peut-être si c'est possible, de sceller et de jeter. Mais là, disons que une chose que je retiens dans l'affaire, c'est que l'être humain se socialise en fonction du milieu dans lequel il se trouve. Ici, tous les quatre, lorsqu'on va à l'extérieur du pays, il nous est difficile de faire pipi à côté de la route. C'est vraiment ce qu'ils vont, je sais pas, en Angleterre. Si on vous demande de vous mettre à Cambodge, vous faire pipi, c'est impossible. Vous allez à Washington, vous dites, jeter un papier au sol, c'est votre conscience vous dit que ici il est interdit de jeter. Kigali, par exemple. Oui. Même, voilà, Kigali.
Et là encore, c'est formidable. Ils sont 2 sur la moto et chacun d'eux porte un casque. Parce que le Benskinner, on lui a dit, écoutez, on ne bâche pas. Ils sont 2 sur la moto. Le conducteur a un casque et son passager a un casque. Là, lorsque le feu est rouge, tout le monde s'arrête. Il n'y a pas de que je suis Benskinner, donc je peux passer comme je veux. Non, c'est ordonné. Je suis sûr que si on pique quelqu'un à quoi ou à nos côtés, on le met en plein Kigali, il va se mettre au pas. Et donc, le Chinois est donc arrivé chez nous et s'est adapté. Et nous a observé. C'est où vous voulez arriver? Oui. L'intégration. Oui, vous répondez. J'ai compris. L'intégration. Le Chinois est arrivé chez nous, il nous a observé. Il nous a observé. Il a observé, il a dit, mais attendez, voilà comment il fonctionne. Et donc voilà, je le fais. Il ne peut pas aller seul. Il s'entoure des Camerounais. Il n'est pas venu seul. S'il avait trouvé que c'était rigoureux sur le plan judiciaire, eh bien, ils auraient peur de faire certaines choses. Mais comme ils trouvent que tout est permis, tout ce qui est mauvais est permis, eh bien, ils se sont mis dans cette brèche-là. La vertu que moi je voudrais voir demain prospérer au Cameroun, ce n'est que la justice. Si elle peut faire l'affaire de l'appareil gouvernemental ou l'appareil gouvernant, eh bien, ça ferait peur à tout le monde, et même aux expatriés. Merci beaucoup, cher monsieur. Législatif, c'est pour quand, monsieur Jarry? On souhaiterait que ce soit en février 2027, on se prépare. Ok, merci. Je salue déjà toute la population des ECA, mon comité de base, la permanence des ECA qui m'a très bien accueilli. Oui. Et je dis à tous mes frères et militants... Vous leur donnez rendez-vous en février? Avant février, déjà, je serai là. Okay. Je suis très proche des ECA ces temps-ci. Oui, maintenant... Oui, j'ai un petit mot à dire aux populations, aux Camerounais, que le 11 juin prochain, nous organisons une conférence de jumelage. Premier du genre que l'UPP organise entre M. Christian Lefebvre, qui était un ancien député au Québec et expert dans le journal des villes. Et ce programme vise à renforcer la coopération entre les communes et le Canada. Okay. Ça sera très bénéfique sur plusieurs axes pour le Cameroun. C'est le premier du genre et nous avons avec... Mais jumelage, c'est entre deux communes. Deux communes. Là, ce sera quoi, Bafang et... Oui, nous commençons par Bafang et... Et quelle ville du Canada? Québec, parce qu'on a un expert, M. Christian Lefebvre, qui est ancien député, qui viendra nous faire part de son expertise sur la question et la suite viendra pour les autres communes. Le MP3? Non, le MP3, alors beaucoup d'activités ici au Cameroun pour les inscriptions sur la liste électorale. Donc, dans le département du Fundi à Yaoundé cette semaine, comme la semaine dernière, il y a des inscriptions du côté de Yaoundé 5e. Alors, et puis aussi la diaspora, on n'oublie pas. Un petit branch entrepreneurial qui se prépare fin du mois de juin. Donc, allez-y, rencontrer les militants, mais aussi des personnes qui vont vous expliquer comment venir et investir ici au Cameroun parce qu'on a besoin de la diaspora, pas seulement pour l'élection présidentielle. Merci. Aloïs, nous, on n'a pas de base. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Le prochain rendez-vous, c'est demain à partir de 19h. Bonsoir.